Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Cette semaine, l'histoire d'une jeune femme propulsée malgré elle dans l'actualité parce qu'elle refusait de porter l'enfant d'un homme qu'elle n'aimait plus. Chantal Daigle n'avait rien d'une militante. Mais lorsqu'en 1989, son ex-petit ami Jean-Guy Tremblay s'est adressé aux tribunaux pour l'empêcher de se faire avorter, elle s'est battue avec énergie jusqu'en Cour suprême pour défendre un droit alors tout neuf, celui à l'avortement. Solveig Miller et Marc Jasmin reviennent sur cette bataille sans précédent. Je suis pas pour l'avortement à 100 %, je suis pour le libre choix à 100 %. C'est elle qui le porte, mais c'est nous autres qui l'a conçu, ça se fait pas seul, ça. Au milieu de l'été, une frénésie médiatique déferle sur tout le pays. Au cœur de la tourmente, Chantal Daigle. Le 3 juillet, la jeune femme de 21 ans, originaire de Chibougamau, quitte son conjoint Jean-Guy Tremblay après 5 mois de vie commune. Elle est enceinte de plus de 17 semaines. Je me suis fait checker à tomate, là. Mais pour dire battue, non, il m'a pas battue. Une bonne journée, je me suis décidée, là, j'ai trouvé qu'il avait été trop loin. Jean-Guy veut l'empêcher d'avorter et fait appel à un avocat. Peut-être personne ne le sait, mais Maître Calada voulait pas prendre la cause au début. Voilà. Maître Calada, il dit c'est des niaiseries. Par la suite, il est venu, point de vue humanitaire. Maître Calada, il est venu seulement pour moi. Lui croyait à la cause. Le dossier de l'avortement semblait réglé au pays avec la décision Morgenthaler. Un an plus tôt, la Cour suprême avait jugé la loi inconstitutionnelle parce qu'elle portait atteinte à la liberté et à la sécurité des femmes. Ça valait la peine de se battre pendant 20 ans pour que ce jour arrive. Pourtant, en juillet de l'année suivante, la jeune Barbara Dodd, atteinte de surdité, se retrouve devant les tribunaux. Un juge de la Cour suprême de l'Ontario lui a interdit d'obtenir un avortement dans la province. L'affaire Barbara Dodd inspire Maître Kelada, qui dépose la même demande d'injonction provisoire 3 jours plus tard, devant un juge de la Cour supérieure à Québec. Il a regardé les procédures et on se demandait ce qu'il va accepter, il ne va pas accepter. Parce que, voyez-vous, une requête pour une injonction provisoire, c'est bon pour 10 jours. Alors, il a regardé ça, puis il m'a posé une question. Il me dit, êtes-vous sûr que Chibougamau s'écrit comme ça? Bref, il a accueilli la requête, c'était donc le 7 juillet. Le juge Jacques Vien de la Cour supérieure du Québec a ni plus ni moins que condamné Mlle Daigle à mener sa grossesse à terme et à accoucher d'un enfant dont elle ne veut pas. Un fœtus, pour moi, n'est pas un enfant, premièrement. Puis pour lui, ça a l'air que c'est ça. Je ne vois pas quels droits un fœtus aurait à comparer d'une personne qui est déjà née. Si le jugement était maintenu, ça veut dire qu'aucune femme aurait le droit d'avoir un avortement, que tous les avortements seront illégaux et que le fœtus, qu'il soit de 2 jours, d'1 semaine ou de 5 semaines, primerait sur la santé, l'autonomie et la dignité de la femme. Je l'interprétais comme une espèce de relent de... peut-être de chauvinisme québécois, dans une certaine mesure. Là. Et je pense que cette idée qu'un homme puisse forcer une femme à accoucher, c'était pour moi déjà dépassé à ce moment-là. Le mouvement pro-vie trouve un nouveau cheval de bataille, le droit des pères. Je ne sais pas qui a mis en tête l'avortement. Elle dit que c'est moi. Du tout. Je savais même pas qu'est-ce que c'était un avortement. Je savais pas qu'il te passait des balayeuses dans le bas du corps puis qui écrasait le crâne du petit. Ça, je savais pas. L'enfant avait déjà 4 mois et demi de fait. Donc, c'était un enfant qui était bien formé. Tout était présent, tous les organes. Un enfant qu'on verrait aujourd'hui sur un ultrason puis qu'on verrait déjà la physionomie. On ne peut pas, je ne peux pas, et tous les gens qui font partie de notre mouvement ne peuvent pas accepter qu'une femme ou un homme ait droit de vie ou de mort sur leur enfant.
L'injonction contre Barbara Dodd tombe. L'identité du père présumé est contestée. Enceinte de 15 semaines, elle se fait avorter. La voix incertaine, pleine de remords, Barbara Dodd affirme maintenant que son avortement était une erreur. Sa sœur Elisabeth a tenté de lui faire parvenir un message, mais un représentant des groupes pro-vie s'est interposé. Wait, fuck you, man! Get your fucking heads off of me, man! Je voulais pas faire affaire avec Pro-Choix ou peu importe un organisme qui était prêt à m'aider. Je le sais qu'ils étaient tout en arrière de moi, qu'ils seraient là pour m'aider quand j'en aurais besoin. Mais quand j'ai pu me débrouiller de ça, le temps que j'ai pu le faire, je l'ai fait parce que je me suis dit, comme Barbara Dodd avait dit, bon, ben là, c'est Pro-Choix qui m'avait influencée. Puis là, je me suis dit, oh, minute, je les connais pas, eux autres. Comment ils procèdent, comment ça se passe? J'ai dit, si j'ai pas de contact avec eux autres, s'ils me refilent rien, bien comme ça, je peux pas dire c'est de leur faute. C'était pas la grossesse de Pro-Vie ou la grossesse de Pro-Choix, là. C'était sa grossesse à elle. Comme vous savez, c'était des groupes controversés. Et son cas à elle, c'était son cas à elle, et c'est ce qu'elle a toujours dit. Et c'est nos arguments ont toujours été en droit civil québécois. Le fœtus de cette personne-là n'a pas de droit. On voulait s'éloigner du débat social, du débat politique. Donc, l'attitude de Mme Daigle était, sans qu'elle le sache probablement, était tout à fait conforme à la théorie et à la stratégie qu'on avait développée. Ce soir au point, un précédent en matière d'avortement, Chantal Daigle devra poursuivre sa grossesse. Une injonction permanente lui interdit de se faire avorter. Bonsoir, Madame Daigle. Allez-vous respecter ce jugement? Bien, je crois que j'ai pas le choix de respecter pour l'instant. Il me reste à aller en appel pour essayer de faire casser cette injonction-là qui, je pense, n'a aucun droit sur moi. Le 20 juillet, Barbara Dodd se rend à la Cour d'appel à Québec pour encourager Chantal à garder son enfant. I just hope that Chantal doesn't go to United States for an abortion. Pour les militantes pro-choix, c'est la consternation. Tous leurs gains sont menacés. 20 ans de lutte féministe avaient ouvert la porte aux avortements en CLSC et en clinique privée. On s'est rendu à la Cour d'appel entendre les arguments qui ont été plaidés. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, j'étais hystérique, littéralement. J'ai appelé ma mère en larmes. Elle pensait que quelqu'un était mort. Et j'ai dit, je suis convaincue qu'on va perdre devant la Cour d'appel. Il faut faire quelque chose. On a repris le collier et on a convoqué une réunion le lundi suivant. Et on était 70 femmes, 25 organisations pour réagir face à cette atteinte et cette attaque à nos droits. Après la pause, la Cour d'appel force Chantal Daigle à poursuivre sa grossesse. La Cour suprême est rappelée d'urgence en plein été, en pleine crise. Chantal Daigle a déclaré ce soir qu'elle respecterait la décision des juges et qu'elle irait en appel devant la Cour suprême, même si le temps pour elle se fait de plus en plus court. De son côté, Jean-Guy Tremblay considère que cette affaire est finie et il demande à son ex-ami de mener sa grossesse à terme. J'ai gagné ma cause, c'est fini. Je veux dire, j'attends l'enfant à cette heure. Comme a dit le juge Bernier en cour d'appel, la liberté de la femme a des limites. Voyez-vous, quand on vit en société, on est libre, mais notre liberté s'arrête quand la liberté d'autrui commence. Ça devient une question d'un mépris très profond de la dignité des femmes, de la liberté de conscience, du droit à l'égalité. Forcer une femme à mener à terme une grossesse qu'elle ne désire pas, c'est un viol. C'était une gifle et assez difficile d'imaginer que les tribunaux, qu'une cour d'appel puisse rendre un jugement aussi rétrograde. Quand on lit ce jugement-là, on croirait lire quelque chose sorti des années 50. Jean-Guy Tremblay devient une véritable personnalité publique et multiplie les entrevues. Je pense que l'enfant a besoin de sa mère naissant. Je veux dire, même si j'irais le chercher, je pense pas que je lui serais utile à la naissance. Je veux dire, moi, je donne pas de lait.
C'était dans notre jargon juridique. On ne lui reconnaissait pas le statut de père. On l'appelait toujours le géniteur. Et plus il faisait des conférences de presse, plus on était d'avis que ça nous aidait parce qu'il tournait tranquillement la population en faveur de Mme Daigle. C'est elle qui le porte, mais c'est nous autres qui l'a conçu. Ça se fait pas seul, ça. C'est ça qui était tellement épais que ça faisait une cible facile. Écoutez, quand il dit « je peux pas garder le bébé, j'ai pas de lait », franchement, c'est désolant d'entendre ça. Mais ce qui est désolant, c'est que la Cour d'appel du Québec, malgré le fait que ça a été mis en preuve qu'il a dit à Chantal Daigle « on va voir ta photo dans l'eau-police si tu continues à t'astiner avec moi ». La Cour d'appel du Québec n'a pas vu la violence de Jean-Guy Tremblay, n'a pas vu comment il utilisait les tribunaux, lui, comme un outil pour avoir du pouvoir sur cette femme, comme une extension de sa violence conjugale. Pour nous, c'est pas une solution de tuer un enfant parce qu'il pourrait être possiblement dans des circonstances difficiles, qu'on ne sait pas s'il aurait été ou s'il n'aurait pas été. C'est vraiment de résoudre les difficultés de la situation et de protéger l'enfant. Les opposants à l'avortement jubilent. Campagne Québec Vie a aidé financièrement Jean-Guy Tremblay. Ma joie est profonde que cette injonction ait été maintenue. J'ai toujours respecté les injonctions puis les jugements qui s'est fait jusqu'à présent, alors je continue dans ce chemin-là. La vérité, c'est qu'après ce nouvel échec à la cour d'appel, Chantal Daigle, enceinte de 21 semaines, veut maintenant mettre un terme à sa grossesse. Elle contacte le Centre des femmes de Montréal. Mais un autre problème surgit. Au Québec, tous les médecins refusaient de faire l'avortement qu'elle demandait. Bien, parce qu'il avait peur, parce qu'il y avait une injonction. S'il avait fait un geste, peut-être que les autres se seraient retrouvés en prison, comme Morgan Taylor, c'est déjà arrivé antérieurement. Des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays pour apporter leur appui à Chantal Daigle. Ce soir, à Montréal, elles étaient au moins 10 000 à braver le mauvais temps. J'étais certaine qu'il allait y avoir beaucoup de monde de présent. Oh, c'est trop important pour rester à la maison. Je crois que ceux qui veulent avorter, ils ont le droit. Les femmes ont le droit de décider ce qu'ils veulent faire. 3 hommes de la Cour d'appel ont décidé de contraindre Chantal Daigle à mener à terme une grossesse qu'elle ne veut pas porter. La Cour suprême accepte d'entendre la cause de Chantal et Jean-Guy. Il y avait du monde partout. Ça criait, ça hurlait. J'avais jamais vu ça, à la Cour suprême. For Chantal's baby. Please give it to her. You know where she is. You will be speaking with her. Pourtant, j'avais déjà vécu le veto, le rapatriement, toutes sortes d'autres gros dossiers. Mais pour la Cour suprême, c'était débile. À l'intérieur, c'était absolument débile. La Cour n'était pas habituée à ce genre de foule. Pour la première fois de son histoire, la Cour siège en plein été. Les juges sont partout en vacances, la Cour est fermée. Il y a des juges en croisière en Europe. Il y en a un qui était sur son bateau dans les Caraïbes. Il y en a une qui était en France. Et il a dû appeler tout le monde. Il a voulu que les 9 juges siègent. On me dit qu'ils n'étaient pas très heureux d'être rapatriés en catastrophe comme ça, là, en plein été. Jean-Guy Tremblay est présent, mais personne ne sait où est Chantal Daigle lorsque commence l'audience. Le juge Antonio Lamère m'a posé 4 fois la question pendant que je plaidais. Il m'a demandé à partir de quand ça commence la vie. Je lui dis, mais ici nous parlons d'un cas où il y a 22 semaines de grossesse, donc l'enfant à naître, j'ai pas dit le fœtus, l'enfant à naître est arrivé à un certain... Maître Kelada, à partir de quand ça commence? Alors finalement, je lui ai dit, ça commence à la conception. Voilà. Puis, à la pause du midi, tout bascule. Daniel et moi étions à refaire nos notes dans une petite salle d'avocats. Un bon ami à moi, d'ailleurs, se présente pour dire que selon des sources qu'il ne peut pas identifier, la Sûreté du Québec a appris que Mme Daigle aurait avorté la veille. Alors là, c'est la stupéfaction totale. Là. Je veux dire, on était à 1 heure d'avoir gain de cause. Tout allait à la perfection selon le plan établi.
Et là, moi, j'ai dit, on veut une preuve, là, on ne peut pas se fier à une source ou à la Sûreté du Québec pour faire littéralement avorter peut-être l'appel en Cour suprême. Au même moment, la sage-femme Marie-Paul Lantier est avec Chantal chez sa mère et se prépare à rencontrer la presse. Elle était en train d'essayer sa tête d'oreiller avec ses élastiques pour mettre en dessous de sa robe pour faire semblant que finalement elle est encore enceinte. Et elle reçoit le téléphone de la secrétaire de Maître Bédard qui lui demande que « Est-ce que tu t'es fait avorter à Boston? » Fait qu'elle a répondu « Oui, je me suis fait avorter. » Après la pause, un commando féministe orchestre l'avortement de Chantal Daigle et la réaction de la Cour suprême devant cette révélation surprise en pleine audience. Radio-Canada.ca, tout le monde en parlait, pour revoir plus d'une centaine d'émissions qui nous racontent les petits et les grands moments de notre histoire. L'opération Chantal se prépare dans le secret. Les militantes féministes craignent être suivies par la police et croient leur ligne téléphonique sous écoute. Une clinique de Boston accepte de mettre un terme à la grossesse de 22 semaines. Mais il y a une frontière à franchir. On lui a teint les cheveux, on l'a habillé en punk, on l'a maquillé avec des lunettes, des bracelets, une petite jupe courte. Vraiment, c'était pas la fille qu'on voyait à la télévision qui était toujours bien habillée. On avait, à ce moment-là, fait des faux papiers pour elle, pour qu'elle puisse passer aux douanes. On avait tout programmé la route pour éviter justement, parce qu'on savait qu'on avait les lignes tapées, on savait qu'on était suivis. On n'avait pas de cellulaire à ce moment-là, hein. C'était assez compliqué. Moi, j'avais mon pagette seulement. Et là, il fallait se donner des heures comme quoi il y avait quelque chose, il s'en venait. On était très stressés. On était toujours sur le qui-vive. On ne savait pas qui nous suivait, qu'est-ce qui pouvait arriver. Tout a failli échouer. À la frontière, un douanier refuse de les laisser entrer aux États-Unis. Il a découvert une mallette oubliée dans le coffre arrière. Que c'était toute ma trousse de sage-femme. J'avais du matériel. Et comme ils l'ont ouvert, et j'avais un gant qui était souillé, ils l'ont vu. Fait que le douanier des États-Unis a refusé que j'entre avec la valise. Il dit, faut que tu retournes aux douanes canadiennes. On ne peut pas te laisser rentrer avec cette valise-là. Marie-Paul Lantier laisse la valise en consigne à la douane canadienne. La fouille a été sommaire. On ne découvrira pas les 10 000 $ cachés dans le bagage. De l'argent amassé lors de la manifestation du 27 juillet pour payer l'avortement. Le 8 août, après l'annonce surprise de l'avortement, Maître Robert Décarie fait face à la Cour suprême. Quand la porte des juges s'est ouverte, là, ils entrent un après l'autre, le juge en chef le premier. C'était comme un mur judiciaire là, glacial. Là. Et là, j'ai plaidé, j'expliquais pourquoi, d'après moi, la Cour devrait quand même entendre le dossier. Et j'ai dit aussi, ce sera toujours un débat qui va devoir se faire en 1 mois devant votre cour. Alors, pourquoi pas vous saisir de celui-ci, qui est déjà tout là, tout frais, tout beau. Et voilà. Les juges acceptent de poursuivre et cassent l'injonction à l'unanimité. Et c'était peut-être aussi la première fois qu'on avait des femmes juges qui avaient la chance, à la Cour suprême, de pencher, si vous voulez, ou de faire valoir leurs opinions sur le statut des femmes. Elles étaient en mesure sûrement de mieux comprendre ce qu'une femme pouvait ressentir. Ici au pays, ce qui est arrivé avec cette cause-là, c'est que la Cour suprême a reconnu que l'homme n'avait aucun rôle, aucun pouvoir, en fait, sur la vie ou la mort de son enfant avant la naissance. La femme a tous les droits et, en fait, elle peut se laver les mains de sa responsabilité, alors que l'homme n'a aucun droit. C'est pas par une injonction qu'on empêche une femme d'avorter. C'était pas la bonne procédure. Mais ça a été pour moi du bénévolat, ça vous le dis, hein. Ah oui, c'est du bénévolat, hein. Pour moi, c'était fini. Mes vacances, c'était foutu, alors. Je regrette pas d'avoir foncé, mais la seule chose, je regrette pour une raison, c'est que ça m'a rien donné. Ça m'a nui. Je ne l'ai plus revu. Je l'ai vu en sortant pendant qu'il séchait ses larmes, mais je n'ai plus eu de contact avec lui. Évidemment,
Qu'aurais-je pu lui dire, n'est-ce pas? On était braqués devant la TV, puis on voyait tout ce qui se passait à la Cour suprême. Là, j'ai vu mon avocat parler. J'ai sauté dans les bras à ma mère. J'ai dit, maman, ils m'ont donné mon droit. Là, puis, là, j'avais les 2 yeux qui roulaient dans l'eau. Puis je me disais, j'y crois pas, j'y crois pas. Ni Chantal Daigle, ni Jean-Guy Tremblay n'ont accepté de participer à ce reportage. Leur bataille, intime, n'en est pas moins d'intérêt public, car elle a reconfirmé le droit des femmes à disposer de leur propre corps. Il n'y a pas ni pape, ni juge, ni conjoint. Il n'y a pas personne qui peut empêcher une femme de se faire avorter quand elle décide. Un débat très substantiel s'est réalisé en l'espace de 30 jours à tous les échelons des tribunaux supérieurs du Québec. Et ça, en soi, je pense que c'est extraordinaire. Oui, les tribunaux peuvent être les remparts des droits, mais ultimement, c'est la mobilisation populaire. C'est l'adhésion de la population à l'égalité des femmes, au respect de l'autonomie des femmes. C'est le fait que la population partage ces valeurs-là qui, finalement, est notre vrai gage de sécurité.